H-3 minutes. Got you thinking like that, boy. Better get on back to town. Bien. On est presque complètement live. En fait, on n'est pas vraiment live. J'avais tellement de bonne musique à vous faire écouter aujourd'hui que je me suis dit, je vous mets ça en pré-intro. Et maintenant, je vais enfin pouvoir vous mettre l'intro juste quelques minutes avant qu'on démarre. Et comme aujourd'hui, je ne dirai aucun juron, aucune insulte, aucun gros mot pour tous les enfants de 7 ans autour de la table qui écoutent à côté de leurs parents et qui se plaignent que leurs parents ont vraiment de très mauvaises fréquentations. Aujourd'hui, on va aimer sans amour, comme le dit le titre de la chanson. La liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. On y croit.
Salut à tous. Il est 17h01, on est sur Radio Château. Aujourd'hui, en plus, j'ai même pas besoin de vous charrier en vous disant qu'il fait très beau là où je suis, parce qu'il fait très beau partout en France. Elle est pas belle, la vie. Oui, on a le Covid, mais non, on a le droit quand même de bronzer. Elle est pas belle, la vie. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui, mais je voulais commencer, parce que hier, j'ai dit un nombre de jurons, j'ose même pas les calculer tellement il y en avait, c'est abusé. J'ai même réussi à jouer des vidéos YouTube où il y avait des enfants qui disaient des choses absolument atroces, quoi. C'est pour dire quand même, c'est dingue. Du coup, aujourd'hui, on va faire très sage. Et plus qu'être sage, on va envoyer du love à plein d'investisseurs. Alors, je me suis fait une petite liste de gens à qui je voulais rendre hommage pour commencer ce live. Il y en a un, c'est le premier, il ne m'écoutera pas, il ne m'écoutera jamais, il ne comprendra même pas ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave. Juste, j'ai beaucoup de respect pour lui et on est ensemble dans une magnifique boîte qui s'appelle Dice. C'est Sam chez Bliss, et Sam il fait un travail extraordinaire avec, en tout cas avec Phil, le fondateur de Dice, et j'ai beaucoup de plaisir à bosser avec lui. Et aujourd'hui on était en board call tous ensemble, tous les investisseurs, et je peux vous dire que c'est assez dingue de se retrouver dans un groupe aussi diversifié que celui dans lequel on est, dans le board de Dice, et de voir autant d'énergie mise à profit pour une boîte qui est en train d'avancer plus vite que jamais. Ça, c'est génial. Voilà, la deuxième personne à qui on rend hommage, c'est notre ami Philippe Bottéry chez Axel, qui est au bord de PFIT avec moi, qui a toujours des mots justes et précautionneux pour conseiller aux entrepreneurs quoi faire. Et c'est agréable d'avoir quelqu'un de son expérience autour de la table. Philippe, on te salue. Le troisième, parce que 3 est un beau chiffre, c'est Max chez Briga. Max, il a un nom cool quand même. Le mec, il s'appelle Max. Max, quand tu es en venture, vu que ton job c'est quand même de maximiser le potentiel des gens, c'est quand même super. Max, on t'embrasse. Et voilà, j'espère faire des deals avec toi bientôt. Alors, j'ai tellement râlé sur eux dans le passé et je m'en veux un peu parce qu'en ce moment, ils font quand même du bon job. Tous, que ce soit les amis, ceux qui font du série A et ceux qui font du série B chez Partech. Mais ceux avec qui on bosse, nous, souvent, c'est la team Seed chez Partech, et notamment nos amis Boris et Romain. On est dans plein de boîtes ensemble. Ça se passe toujours très bien. Ils ont toujours été extrêmement supportifs, réactifs, là quand il faut. Et donc voilà, on les salue et on les embrasse. Attendez, oui, je voulais faire une spéciale dédicace à Isaïe, parce que depuis que Jean-David sonne la fin de la récré, maintenant que la fin de la récré, elle a vraiment sonné, ça y est, Isaïe va pouvoir investir des montants raisonnables, à des valeurs raisonnables, dans des boîtes qu'il kiffe. Fini le montage de cocotier avec les autres copains investisseurs. Ça va leur faire du bien, ils vont être contents. Voilà, évidemment, Idinvest, avec l'homme du venture qui a l'acronyme le plus puissant, qui s'appelle BG, Benoît Grossman, bg@idinvest.com. Si vous voulez faire un petit message. Donc notre ami BG, et évidemment Nicolas Deboc, que j'apprécie particulièrement, avec qui on fera un live la semaine prochaine, et avec notre ami Clément Vouillon de MemoHub.io, qui était anciennement chez nos amis de Point9. Voilà. Bruno chez First, je te salue. Alors Bruno, c'est un investisseur d'une consistance et d'une discipline inégalée. Je peux vous dire que quand ça se passe bien, il est là, il garde son sang-froid. Et quand ça se passe pas bien, il est là aussi et il garde encore plus son sang-froid. C'est remarquable. C'est toujours un plaisir de bosser avec Bruno et évidemment avec Pierre. Pierre, je ne t'oublie pas. Entremont chez et c'est Entremont. Bon, désolé Pierre, il fallait que je la fasse celle-là. Elle était gratuite. Chez First. Et puis pour terminer, notre ami Carlos chez The Refiners, parce que Carlos, c'est le roi de la métaphore, c'est le VC métaphorique de la place. Et François Métayer, avec qui je rêve de faire des deals consumer, on en a fait un peu, on a fait Yubo ensemble quand même, on a fait Flash Break, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensemble? On a fait Itch, et on a dû en faire d'autres, mais donc avec François on aimerait bien faire plus de deals consumer ensemble, et j'espère qu'on en aura l'occasion. Donc voilà, les dédicaces elles sont faites pour tous les gens qu'on aime dans le VC. Aujourd'hui il n'y aura pas de trash, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura que des mots doux.
Ou pas. Non, je charrie, on verra. Alors, il va falloir que je batte le pari de Ekal, qui parie que je vais dire un gros mot avant les 10 minutes, avant que 10 minutes ne soient écoulées. Il va vraiment falloir que je me tienne. C'est important. Et le meilleur moyen de se tenir, c'est quoi ? Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Et voilà, donc ça j'ai trouvé ça, cette petite parler pour ne rien dire de Raymond DeVos. En ce moment sur Twitter, qu'est-ce qu'on parle pour ne rien dire ? C'est extraordinaire, il fallait quand même le signaler. Alors, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Après, on a d'autres sujets à traiter, surtout qu'il y a plein de trucs dont je voulais parler hier, dont je n'ai pas parlé. Les dédicaces, c'est fait. Le point sur les boîtes dans la crise, il faut que je vous le fasse un peu quand même pour vous dire où on en est. Et puis les business angels en temps de crise, mode d'emploi, pour les entrepreneurs qui lèvent de l'argent, c'est quand même utile. Et je répondrai aussi à la question, je crois de Christophe, il s'appelle, mais je ne me souviens plus, je dis ça de tête, qui me demandait ce qu'on pense du concept d'operating partners dans les fonds. Est-ce que c'est trendy ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est une tendance lourde ? Alors dans quel sens tu parles de lourde ? Et de quel profil on parle ? Alors avant ça, je vais descendre vos premières questions. Et puis, on va se lancer. Comment faire pour que tu ouvres mon email de demande de coaching, me demande quelqu'un d'anonyme. Écoute, normalement, j'ai dû l'ouvrir, je pense. Hein. Si je ne l'ai pas ouvert, c'est qu'il a disparu dans les méandres de l'Internet. Je te propose de me le renvoyer et voyons. Mais normalement, je réponds à tout le monde, donc c'est bizarre, ça. Je vais regarder, promis. Alors, 2LR, tous les jours, j'entends des montants monstrueux investis dans des boîtes qui n'ont encore rien prouvé. Sommes-nous dans une période avec trop de cash à disposition ? Comment expliquer ces investissements casse-gueule et quel sera l'effet à long terme ? Alors, cher auditeur anonyme, ta question elle était juste il y a peut-être un mois et demi. Mais alors là, en ce moment, les montants monstrueux investis dans des boîtes qui n'ont encore rien prouvé, pas en ce moment, pas trop là. En ce moment, les gens sont plutôt calmes. Mais c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Alors en fait, le venture, il y a plusieurs règles. Il y a deux règles principales dont il faut se souvenir par rapport à ces gros montants. La première règle, c'est que on ne perd l'argent qu'une seule fois et on peut le gagner 100 fois. Et donc ça, c'est une règle importante. Donc oui, on investit des montants importants parfois sur des choses très très jeunes, mais en même temps, si on perd qu'une fois. Si on gagne, on peut gagner 100 fois. Alors généralement, on est plutôt entre 3 et 10, hein, donc il ne faut pas rigoler non plus. Mais on peut faire des choses extraordinaires. Je crois que nos amis de chez Accel, aux US, ils avaient dû mettre 15 millions dans Facebook et ça leur a rapporté, je ne sais plus, 6 ou 8 milliards. Donc, tu vois, ça, quand ça marche, ça crache quand même. Hein. Et ensuite, l'autre truc, c'est que l'objectif de cet argent, c'est d'accélérer les courbes d'apprentissage et d'exécution très tôt de ces entrepreneurs-là. Donc, si l'argent il est bien mis à profit, si les entrepreneurs qui lèvent tout cet argent le travaillent bien, ils vont créer beaucoup de valeur. Donc, c'est qu'une question de mise au travail de l'argent. Un montant monstrueux, oui, c'est pas rationnel par rapport à ce qu'on voit dans le business normal, mais ça peut avoir des effets exponentiels. Et donc, il faut regarder ça évidemment avec critique, hein, parce que ça se passe pas toujours bien. Et d'ailleurs, dans de nombreux cas, ça se passe mal, mais parfois, ça se passe très bien. Et donc, il faut aussi saluer ça. Quelqu'un d'anonyme encore nous demande si on pense que la réalité dépasse la fiction. Écoute, je ne sais pas répondre à cette question. J'y ai pas pensé. Je te mets un joker où je te propose qu'on se retrouve sur un remake d'une émission de Pivot et on se fait une petite dictée réalité versus fiction. Ça peut être cool. Ou est-ce que la fiction dépasse la succion ? Ouh là 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 là, dis donc. 17h, tu picoles tôt, cher anonyme quand même. Coccinelle. Alors Coccinelle, déjà, ça me fait plaisir. Tu ne critiques pas mes goûts musicaux aujourd'hui. Je suis aveugle ou je ne vois aucune boîte payer ses people avec de l'equity au lieu de cramer du cash précieux pendant le Covid. Alors, cher Coccinelle, si on a des entrepreneurs qui ont proposé à leurs employés de réduire leur salaire et de les compenser en equity, on en a beaucoup qui ont fait ça.
Pour certaines, ça se passe très bien. Il y en a d'autres, par contre, qui ont besoin d'argent, hein, des employés, donc ils ne peuvent pas se permettre de réduire leur salaire comme ça, ou qui préfèrent se mettre au chômage ou aller chercher un job ailleurs s'ils arrivent à le trouver. Donc c'est pas une équation facile, ni pour la boîte, ni pour les employés. Ça se fait et on le voit. D'ailleurs, j'invite les entrepreneurs qui sont en mesure de compenser le cash des salaires par de l'equity à le faire. C'est toujours une bonne idée. Alors, notre ami Louis Tourtechaud qui nous a rejoint. Salut Louis. Alors, Louis Tourtechaud, c'est notre ami boulanger champion de France de Dijon. Louis, on te salue. Il y a Axiradakis, ça c'est vraiment des noms compliqués pour moi à dire. Rocket, ça c'est facile. Joey, facile. Ascadelan, presque facile. Greg, allez, j'imagine que c'est deux crocs. DCRX. On se la tente, hein. Salut. Max, TPR, Karl, Naël, Pierre, Pauline, Arthur, Cactoes, M. Beladi, Lad, Yad, enfin Cédric en gros de API.video. Je te promets Cédric, je n'écorcherai plus une réplique de Last Action Hero. C'est promis, je ferai très très attention. Hier, j'ai dit on fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme dirait notre ami Schwarzenegger dans Last Action Hero, alors qu'en fait c'est est-ce que t'aimes les omelettes, dit-il à quelqu'un. Il lui dit tiens, je te casse les œufs. Et il lui met un coup de pied dans l'entrejambe. Et voilà. Alors, pour répondre à vos autres questions, que penses-tu du fonds Elaya, nous demande quelqu'un d'anonyme. Ils ont l'air d'avoir eu de bons deals, genre Criteo, mais je vois pas de boîte qui cartonne en ce moment à fond. Alors, Elaya, écoutez, on est en train de closer un deal avec Elaya en ce moment, avec notre ami Xavier Lazarus, qui est là depuis longtemps. Hein. Les crises, il les a vues passer, c'est sa 3e. Et donc, c'est probablement dans des périodes comme celle qu'on est en train de vivre que des gens comme Elaya vont faire de meilleures performances que d'autres. Parce qu'ils savent garder leur calme, identifier les opportunités et faire les bons deals. Et Elaya, rappelez-vous quand même, c'est un fonds qui fait de la tech au sens profond du terme, vraiment de la deep tech, ils aiment ça. C'est des gens discrets, mais c'est des gens qui bossent. Et je connais pas leur perf, mais j'admire leur consistance et leur discrétion. Et voilà. Et on est dans pas mal de boîtes avec eux. Enfin, dans pas mal de boîtes, dans quelques boîtes avec eux. Mais tiens, parlons d'une boîte qui marche très bien chez Elaya en ce moment, qui va faire un super retour pour eux. C'est Shift Technology. Voilà, bon bah c'est peut-être leur prochain Criteo, peut-être pas, parce que ça dépend à quelle valeur ils sont rentrés. Mais c'est un très bon deal. Tiens, tu veux un autre deal super bon? Miracle, boum. Tu vois, Elaya, ils ont un bon portefeuille, hein, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ah, ils avaient Tids aussi, bon deal quand même. Ouais, pas mal, je suis d'accord, nous dit Ulysse. Ness, 2LR, je fais du vélo au milieu de nulle part avec ton podcast dans les oreilles et ça fait plaisir. Ah mais c'est sympa Ness, fais gaffe, te fais pas arrêter par les flics. Il paraît que si tu as plus d'1 kilomètre de chez toi, tu te fais raccompagner vite fait et en plus avec une amende. Fais gaffe, fais gaffe. Alors, les autres questions. Il y a quelqu'un qui nous demande ce qu'on pense des startups de trottinettes. On dirait qu'il y en a 50 000. 50 000, c'est beaucoup 50 000 quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit exact. Mais ouais, il y en a beaucoup. Nous, on a investi dans une qui s'appelle Pony. C'est des Français. C'est aussi pour ça qu'on a investi chez eux. Et j'aime leur modèle, parce que c'est un modèle responsable qui consiste à faire acheter les trottinettes et les vélos par leurs usagers. Et en fait, c'est eux qui opèrent la location de ces trottinettes et de ces vélos. Donc c'est un modèle vraiment communautaire au sens le plus pur du terme. Et c'est vraiment beau d'avoir développé un modèle comme celui-là. J'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Alors on a une blague. Qui est le nouveau mec de Géraldine Lemeur? Nous demande quelqu'un d'anonyme, sachant qu'hier pendant le live de Carlos il y avait déjà quelqu'un qui demandait si Carlos c'était le nouveau mec de Géraldine Lemeur. Mais laissez Géraldine tranquille, elle vous a rien fait, c'est quoi ce truc? Laissez Géraldine tranquille. Je sais pas qui c'est le nouveau mec de Géraldine Lemeur. Géraldine et moi on se connaît pas assez bien pour qu'elle me raconte toute sa vie. Alors, que devient ton ex-collègue Vincent? Nous demande quelqu'un. Alors Vincent Jacob, il bossait avec moi chez Kima. C'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse très juste, que je respecte beaucoup. Et d'ailleurs, qui était totalement partant quand on a décidé d'investir dans Zenly. C'est pour dire qu'il avait du flair, alors que beaucoup de monde nous traitait de timbrés. Et notre ami Vincent, maintenant, il bosse chez ByteDance. Si vous êtes une app consumer qui déchire, qui a des velléités à rejoindre un groupe comme celui-ci, donc on parle de TikTok, hein, eh bien, à contacter Vincent de ma part. Voilà, c'est un garçon génial et je suis sûr que vous ferez de grandes choses ensemble.
Quelqu'un me demande Partech ou Kima pour du seed. Écoute, Partech, ils ont quand même les poches un peu plus profondes, hein, ils mettent des tickets un peu plus gros. Normalement, c'est Partech plus Kima sur du seed. Ça marche très bien, ce combo. Juste si Partech est rentré avant, c'est rare qu'on rentre après. Mais par contre, Partech peut rentrer après nous. Et on a fait plein de boîtes ensemble. Quelqu'un nous demande, avec un ami, on veut révolutionner la réalité de la fiction. Mais qu'as-tu avec la réalité de la fiction? En fait, toi, je sais ce que tu cherches à faire. Tu cherches à ce que je jure, à ce que je dise plein de jurons. Non, je ne m'énerverai pas. Non, je ne dirai pas de mots que je ne devrais pas dire. Avec un ami, on veut révolutionner la réalité de la fiction. Vas-y, fonce. Dès que tu as quelque chose à nous balancer, envoie. Morgane dit que Maximilien, c'est un malin. Donc Maximilien chez Briga. Alors pourquoi est-ce que Maximilien, c'est un malin chez Briga? En fait, il faut que je vous raconte ce qui se passe. On s'est un peu mis sur la tronche avec enfin, on s'est même pas mis sur la tronche, c'est même pire que ça. On est juste complètement en désaccord assez profond avec quelqu'un chez Briga. Et Carlos Diaz, toujours hyper sympa, me dit Jean, quand même, tu rigoles, Briga, c'est gens super, appelle Max, ça va être cool. Et voilà, j'ai dit à Max que voilà, qu'on avait le droit de s'engueuler, hein, c'est pas interdit, hein, il y a un droit de s'engueuler. Donc là, on s'est engueulé, ça fait du bien, mais que je lui ferai une petite dédicace. Donc j'ai fait une petite dédicace à notre ami Max de chez Briga, avec qui on continuera de faire des deals. Voilà. Coccinelle me dit que je vais avoir des problèmes avec Isaïe, mais alors pas du tout. Alors, avec Isaïe, il n'y a pas de problème. Isaïe, ils savent très bien que tout le monde sait qu'ils sont pas contents, hein, mais qu'ils vont enfin pouvoir dire que ça y est, ça a pété et que les valos sont devenus plus raisonnables et qu'ils vont pouvoir faire des deals comme ils les faisaient il y a presque 10 ans, quoi. Et pourquoi pas? Après tout, c'est les bonnes valorisations comptent, hein, sur la performance des fonds. Il faut pas l'oublier. Mélissande, du coup, c'est quoi les meilleurs invests pour du mobile consumer en seed ou en pré-seed? C'est difficile. Évidemment, le meilleur de tous, c'est Antoine Martin parce qu'il connaît bien le sujet. Mais après, on en a fait pas mal. Il y a Emmanuel Seger chez Cassius qui est en mobile consumer et bon, qui est basé aux US, qui est un francophone, qui est un ancien de chez Coca. Nous, on fait beaucoup de consumer, évidemment. Nicolas Stigman, un ancien de chez Stupéfix, fait du consumer. Et d'ailleurs, ses anciennes équipes ont créé des boîtes extraordinaires. Elles ont créé Snackzis, Photoroom et Mojo. Et donc, honnêtement, Nicolas, gros respect parce que tu as créé une mafia Stupéfix extraordinaire. Et on est très heureux de tous les avoir financés. Voilà. Alors, Cacactoes nous dit The best, Carlos. Tout à fait, Carlos, you're the best. Et on t'embrasse. Comment attirer 50 boucheries avec un budget marketing de 2000 € de manière smart? Écoute, quand tu as 50 boucheries, le mieux quand même, c'est de les appeler ou d'aller les voir. Un budget de 2000 €, c'est probablement un stagiaire pendant 2 mois qui fait ça toute la journée jusqu'à ce qu'il les ait, hein, je pense. Donc, écoute, je te dis pas de pas faire l'internet, mais fais du porte-à-porte. Alors évidemment, en ce moment, les portes sont fermées, mais les boucheries sont ouvertes, il me semble. Et comme elles n'ont pas énormément de clients, si tu as envie de faire du business avec elles, va les voir, cher anonyme. Coccinelle me demande si je suis capable de dire du bien de Blackfin. Alors autant je suis tolérant, hein, de manière large sur plein de trucs. Je me suis un peu fâché avec des gens avec qui je me suis rabiboché. J'ai un peu charrié des gens avec qui je me suis rabiboché. Autant là, faut quand même pas pousser, dire du bien que Blackfin. c'est assez. Non, pas là. Non, je vais m'abstenir. Et c'est déjà pas mal que je m'abstienne, n'est-ce pas? Hello Jean, je suis étudiant en école d'ingénieur et il m'est assez difficile d'intégrer l'écosystème VC. Certains VC engagent-ils des stagiaires pour 6 mois? Si tu es en école d'ingénieur et si tu codes un peu et si tu as envie de les aider à créer des outils de deal flow ou de portfolio management, enfin des outils au sens large, je te propose de postuler avec des idées comme ça et je suis sûr qu'ils vont t'engager. Tu passes la moitié de ton temps sur des outils, la moitié de ton temps à avoir des boîtes, à faire du deal flow, du portfolio et tout, et je pense que ça va être très 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 bien. Voilà. Mélissande, d'ailleurs, hier tu disais qu'un bon seed c'est plus 500 000
à moins de 20% de dilution, mais chez Kima, vous donnez 150 000 euros. Pourquoi ? Alors, on donne 150 000 euros. Pourquoi ? Parce que si on faisait 100 deals à 500 000 euros pour Xavier, ça ferait beaucoup d'argent personnel investi. Et 150 000, c'est un très bon Kickstarter pour faire venir d'autres investisseurs avec nous. C'est pour ça qu'on met 150 000 dans les deals en moyenne. Et ça se passe plutôt bien. Et voilà, et on est très content, on n'a pas besoin de 20%, on se contente de quelques pourcents avec plein d'investisseurs qui font partie de l'investissement. Charles nous demande comment va mon aquarium. C'est hyper sympa, Charles, de prendre des nouvelles de mon aquarium et de nos poissons. Alors, je t'annonce avec une tristesse immense qu'un de nos poissons, malheureusement, est décédé. Et pas du Covid, il est juste décédé de je ne sais pas. Heureusement, la personne qui vient nous aider souvent à la maison s'occupe de vérifier régulièrement qu'ils vont bien et leur donne à manger et tout, donc tout va bien. Mais on en a perdu un. C'est difficile de garder les poissons alive. Je vous aurais bien mis un petit morceau de alive d'ailleurs en vous disant ça, mais je ne suis pas encore assez rapide au jingle et donc je vais me rater. Quelqu'un me demande d'où ça vient le nom Kima de Kima Ventures. Alors, il y a deux options. Soit tu prends l'option Kima, ça veut dire sustainable en hébreu, voilà, qui est une très, très jolie signification. Ou alors tu prends la signification grecque qui veut dire la vague. Dans les deux cas, j'aime bien. Tu surfes sur la vague de manière sustainable. Voilà. Kima est un joli prénom. Alors que deviennent Rose et Eleonore qui étaient chez Kimaro ? C'est une bonne question ça. Rose et Eleonore, elles ont monté un studio de produits D2C, voilà, et elles lancent des produits D2C. Et le prochain, non, je ne peux pas vous dire ce que c'est le prochain, parce que si elles n'ont pas prévu de le sortir, ou si elles changent d'avis, ou si elles ne voulaient pas le disclose, je vais me faire engueuler. Donc du coup, je ne dis rien, mais pour ceux qui sont confinés, ça devrait être cool. C'est tout ce que je peux dire. Alors, il fallait que je vous parle d'un petit truc que j'ai vu aujourd'hui sur NFX. NFX, c'est un accélérateur de start-up basé dans la vallée, très 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 fort sur les sujets consumer, marketplace, vraiment brillant. Et ils ont publié aujourd'hui les étapes du déni de l'entrepreneur en cette phase de Covid. Et donc les étapes du déni, c'est exactement les mêmes que les étapes de deuil, hein. Donc le premier, c'est je suis dans le déni, hein, tout simplement. Non, c'est pas possible, ils ont dû se tromper, c'est pas la crise, ça va passer, dans 2 semaines c'est fini, tout va bien. Bon, déni complet. La colère, mais pourquoi moi et pas un autre, c'est pas juste, j'étais en train de closer mon round, tout est parti en sucette, j'ai plus d'argent, tout va mal, c'est l'enfer, je suis énervé, bref, tout ça. Ensuite, il y a le marchandage. C'est la partie très très intéressante parce que c'est là où vous avez l'impression que ça y est, vous remontez la pente. C'est sérieux. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un faux reset. Donc, exemple, laissez-moi vivre tranquille pour voir mes enfants. Voilà. Donc, tout ce qui est marchandage, quoi. En mode oui, non, mais ça va, j'ai réduit un petit peu les coûts, ça va marcher, je suis pas très inquiet, tout l'optimisme autour de ça. Donc ça, c'est le mauvais reset. Beaucoup d'entrepreneurs sont encore dans cette partie-là. Après, on a quand la réalité finalement frappe vraiment, et là, c'est la dépression. Je suis triste, c'est affreux, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, et tout ça. Et puis, on a enfin la partie importante qui est l'acceptation. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on accepte ? D'abord, on fait des choix clairvoyants. On réduit les effectifs de la bonne manière pour pouvoir tenir suffisamment longtemps. Et sachez que tout ce que vous perdez aujourd'hui, vous ne le récupérerez pas. Donc, l'argent, l'énergie et le temps que vous perdez, vous ne le récupérez pas. Le temps et l'énergie, c'est important parce que c'est ça qui vous permet de déterminer le facteur d'efficience. C'est à quel point les gens qui bossent dans votre boîte sont efficients. Et là, aujourd'hui, il faut vraiment que les gens soient super efficaces dans votre boîte. Vous réduisez normalement les effectifs. Les gens sont très efficaces. Il faut que vous ayez des niveaux de productivité inégalés. Donc ça, c'est un truc important. Et le truc que vous ne récupérez pas, c'est le cash que vous brûlez aujourd'hui. C'est pour ça que les économies, vous ne pouvez pas les faire demain. Il faut les faire aujourd'hui. C'est important. Pas dans 6 mois. Pas dans 3 mois, c'est aujourd'hui qu'il faut faire les économies.
Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on accepte aussi que c'est difficile? Eh ben, on devient, c'est là que se déclenche le pouvoir de la créativité, qu'on fait des choix singuliers, qu'on fait des choses différentes, qu'on pivote. Et moi, je vois ce qui se passe dans nos boîtes et c'est extraordinaire. Là, on voit avec Dice, par exemple, qui sont en train d'organiser de plus en plus de concerts en live streaming. Ça va être un truc de malade. On a plein de boîtes qui faisaient du brick and mortar et qui maintenant livrent chez les gens et se sont lancés à faire du direct sur tout consumer et à livrer les gens chez eux, et ça marche super bien. Et donc honnêtement, c'est beau de voir tous ces élans de créativité dans ces boîtes qui ont enfin accepté la réalité de la difficulté de la situation dans laquelle on est. Je vous invite à regarder cet article de NFX sur les étapes du déni quand on est en downturn, comme ils disent. Voilà. Alors d'ailleurs, le point sur les boîtes dans la crise. Alors ce qu'on a constaté, c'est assez simple, c'est que on avait une première phase d'analyse où on s'est dit bon, va falloir qu'on réduise les coûts, qu'on fasse attention pour tenir jusqu'en Q3, Q4 2021. Ils nous ont présenté des plans et tous ces plans quasiment ont été révisés une deuxième fois, encore à la baisse, de façon à tenir encore un peu plus longtemps parce que je ne vous dis pas que c'est les paranos qui ont toujours raison et que le pessimisme c'est un très bon vecteur de réussite, mais il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels on a de l'incertitude. C'est pas le fait qu'on va être déconfiné, parce que ça on le sera, hein, mais c'est à quelle vitesse, avec quelle intensité, qu'est-ce que ça va impliquer sur la reprise. Ensuite, il y a des effets systémiques qui sont importants. Les boîtes sont très 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 leveragées, il y a beaucoup de dettes qui tournent, et donc on ne va pas pouvoir mettre l'économie sous perfusion de dettes trop longtemps, et donc il est possible qu'on ait un deuxième effet qui se coule, sortie de crise, qui soit lié à la pile de dettes qui s'est accumulée dans les boîtes, et donc on ne va pas accélérer aussi vite que prévu, parce qu'en fait les gens vont rester très 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 rationnels dans leur allocation des ressources. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut être précautionneux. Et être précautionneux, comme je vous l'ai dit, tout ce que vous ne sauvez pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas le sauver demain. Et donc, c'est pour ça que c'est important de couper les coûts maintenant et de maximiser l'efficience de vos équipes, l'efficacité de vos équipes, parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas récupérer plus tard. Donc voilà, faites attention. Donc nous, toutes nos boîtes sont venues avec un premier plan, venues avec un deuxième plan. C'est le deuxième plan qu'on applique systématiquement. Et écoutez, si ça repart, tant mieux. Elles embaucheront, elles lèveront de l'argent et tout ira bien. Mais c'est quand même, il faut quand même plutôt prévenir que guérir. Je sais, l'adage est facile, mais il est réaliste. Par ailleurs, nous avons toutes les boîtes qui sont en série B et au-dessus. Donc série B, C, D, c'est les boîtes qui ont levé beaucoup d'argent sur des valorisations très importantes récemment, alors que leur niveau absolu de chiffre d'affaires et de croissance était remarquable, hein, mais n'était pas énorme non plus. Et ces gens-là ne vont pas pouvoir bénéficier de très très bonnes valorisations dans les mois qui viennent. Et probablement, quand je dis dans les mois, mais même dans l'année qui vient, dans les 18 à 24 mois qui viennent. Et du coup, c'est important pour elles d'être très 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 efficientes sur la manière dont elles déploient le cash, parce qu'il va falloir qu'elles continuent de faire de la croissance tout en gardant un maximum de cash pour aller chercher des valorisations qui leur permettent d'être dans les clous dans 18-24 mois. Et ça, c'est une équation très difficile à résoudre pour les entrepreneurs. Je leur souhaite beaucoup de courage. Alors, avant qu'on continue sur vos questions, on a quand même une petite blague qui tourne en ce moment. C'est la petite blague autour de Zoom. Alors, vous avez entendu parler des problèmes de sécurité de Zoom. Bon, ça, on s'en moque. Ensuite, on a entendu parler des blagues sur les backgrounds de Zoom. Bon, ça, on s'en moque. Maintenant, la dernière blague, c'est quoi? C'est Supreme MTM. Je vous rappelle que Supreme MTM, ils avaient un clip, une chanson qui s'appelle Ma Benz. Et qu'est-ce qu'on fait dans la Benz? Dans ta Benz, girl, quand tu boites, ton bon passe avant gang, laisse-moi zoom, dans ta Benz. On zoom dans la Benz. Voilà, c'était gratuit. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler d'imaginer Joey Star qui zoome dans sa Benz. J'aimerais beaucoup un montage vidéo. Si quelqu'un peut nous sortir ça, ce serait extraordinaire. En fait, je me demande si je vais pas me mettre le clip en background pendant que je suis en call Zoom. Du coup, continuons sur les questions. Je vais arrêter de dire des bêtises.
Quelqu'un me demande... J'ai un gars dans mon entourage qui dit que la mode, entrepreneuriat, start-up, c'est du bullshit. Que lui répondre? Alors, comment te dire ça Alors, c'est difficile pour moi d'être extrêmement poli aujourd'hui et de ne dire aucun gros mot. Parce que j'ai un peu envie de lui dire TG, tu vois, à ce gars dans ton entourage. Non, mais c'est pas. Il a le droit de trouver que c'est n'importe quoi. Peut-être que lui, il est dans un autre champ d'activité, qu'il voit pas ce qui est en train de se passer dans l'entrepreneuriat, dans les startups, et qu'il voit pas ce que ça veut dire au sens large. Si tu regardes les startups au sens un peu strict du terme, bien sûr qu'il y a un côté un peu ridicule, dans le sens où la majorité des boîtes qu'on finance et les boîtes qui se montent dans les startups sont soit des boîtes qui n'ont pas d'avenir, soit des boîtes qui vont échouer, soit des boîtes qui même à leur naissance étaient inutiles. Mais moi, ce que j'aime bien dans les startups, et ce qu'il faut que tu lui expliques, c'est que les startups, c'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. C'est le principe que les gens se lancent, apprennent, progressent, font des choses. On n'est pas dans un jeu où c'est succès à tout prix. C'est juste un choix différent de carrière. Tu peux faire ta carrière dans un grand groupe, décider de te mettre dans les clous, atteindre le bas de l'échelle de l'efficacité à la vitesse de l'éclair, rentrer dans des jeux politiques ridicules. Tu peux aussi décider d'être artisan parce que tu as décidé de vivre ta vie différemment, que ta passion c'est les fleurs, la menuiserie, le jardinage, je sais pas. Chacun son choix, tu vois. Et ben les startups, c'est un choix comme un autre. En revanche, c'est vrai, et ce que tu peux lui concéder, c'est que beaucoup de gens se lancent dans la startup pour de mauvaises raisons. Mais de la même manière que tu vas chez L'Oréal pour de mauvaises raisons. Et donc, il y a pas dans les deux cas, il y a des mauvaises raisons. Donc, c'est pas important. Est-ce que la startup c'est un bon ou c'est un mauvais choix? C'est est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons et est-ce que ça te permet de grandir? C'est ça qui est important. Moi, je serais toi, j'irais pas au clash avec le gars de cet entourage. J'essaierai de construire un débat constructif parce que ce qu'il dit est pas complètement stupide non plus. Hein. Quelqu'un me dit qu'est-ce que je pense de Miro, je comprends pas qu'ils aient levé autant de cash, il paraît qu'ils en ont trop. Et ben en ce moment avoir trop de cash c'est pas mal. Écoute, Miro ils ont beaucoup de cash, c'est vrai. C'est une période je pense c'est une très bonne période pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait le problème quand tu appelles Miro et que tu lèves beaucoup de cash, c'est que les attentes des gens en face de toi sont beaucoup trop élevées et donc tu cours en faisant tes lacets et tout ce qui va t'arriver c'est que tu vas trébucher quoi. L'avantage quand le monde s'arrête c'est que tu t'arrêtes avec le monde. Donc, tu t'arrêtes, tu te poses, tu regardes tes fondamentaux, tu regardes comment tu alloues le cash et puis tu continues d'avancer et tu auras tout le temps de créer de la valeur pendant les 2 à 3 années qui viennent. Et moi je pense que pour Miro cette crise en fait est très très bénéfique et je leur souhaite beaucoup de succès. Anecdote véridique de LR, il n'y a pas une heure, j'ai échangé avec une start-up dont le modèle est l'affiliation. Non mais Cal, c'est pas gentil d'essayer de me faire dire des gros mots aujourd'hui là, dis donc. L'affiliation c'est comme le hardware, ça m'intéresse très moyen pour être honnête. Jonas, 2LR, hello man. Selon toi, le plus judicieux aujourd'hui si on veut monter une boîte SaaS dans le B2B, small business, genre local store, versus mid-market. Alors, cher Jonas, entre small business et mid-market, que les choses soient claires. Aux US, le mid-market, il est énorme. Le mid-market, c'est exceptionnel. C'est un marché de dingue. Il faut y aller. Small business, la difficulté, c'est comment est-ce que tu arrives à avoir un équilibre économique autour de tes sales qui tient la route entre la lead generation, les SDR, la vente. Si ton panier moyen est faible, c'est difficile, tu vois. Ce qu'on aimerait tous, c'est devenir le Google AdWords des small business, avoir un succès aussi détonnant que ça. Il faut avoir quelque chose en small business qui soit self-serve, qui fonctionne et que tu puisses vendre à la chaîne avec une vélocité extraordinaire. Sinon, ça vaut pas le coup. Et small business, c'est dur, hein, on va pas se mentir. Quelqu'un me demande si j'ai déjà investi en gaming et pourquoi. Alors on a investi dans une boîte qui s'appelle
Voxel, qui fait un petit jeu qui s'appelle Party Cubes. Et surtout, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de créer le meilleur des deux mondes entre Roblox et Minecraft. Minecraft est exceptionnel, je trouve, comme outil créatif. Roblox est exceptionnel comme outil social et comme outil créatif aussi, mais c'est terriblement moche et mal optimisé et mal designé, et le produit est moche, mais c'est 100 millions de daily active users, donc c'est extraordinaire. Et je rêve que quelqu'un nous lance un merge, une fusion parfaite de Minecraft et Roblox. C'est peut-être un peu utopique, mais j'y crois, et la manière dont techniquement nos amis de chez Voxel se lancent est quand même assez extraordinaire. Voilà. Bonjour Jean, est-ce que tu penses que c'est le moment de se lancer en B2B, solution RH, vu la crise à venir pour les entreprises ? En ce moment, les RH, c'est un peu la déprime. Ils ont 3 tonnes d'outils qu'on leur a proposés ces dernières années, qu'ils ont achetés. Si ta solution, elle est game changer pour eux, bien sûr, vas-y, lance, donne-leur, et ça va marcher. Mais RH, B2B aujourd'hui, c'est un peu overcrowded comme space, donc fais très attention. Hello Jean, je bosse dans une agence bancaire dédiée aux startups early stage. Waouh, tu dois morfler toi. Hein. Comme tu le sais, nous mettons en place des prêts garantis d'État, j'imagine. Pour être très direct, on arrose nos clients. Que penses-tu d'endetter toutes ces jeunes boîtes pendant le Covid ? Écoute, d'abord, cher anonyme, merci pour ce que tu fais et merci d'arroser les boîtes. Il faut bien qu'il y ait des gens qui sortent du confinement pour arroser les fleurs. Hein. Mais le problème du jardinage, tu le connais, hein, c'est que c'est pas tout d'arroser les fleurs. Si tu les plantes pas à la bonne période, si c'est pas le bon terreau, et si tu as une fleur qui prend la dominance sur l'autre, et ben il y en a une partie qui vont mourir. Et ben sur les startups, c'est pareil. Ce que tu fais là, c'est que tu es en train de faire de la mise sous perfusion de tout le monde. Mais comme je le disais récemment, BPI, c'est pas un nightclub. Hein, c'est pas tu rentres pas, tu as des baskets, tu rentres pas. C'est un supermarché, tout le monde rentre, tout le monde fait ses courses. Et après, c'est celui qui s'est bien rationné, qui a bien fait le boulot avec les courses qu'il a achetées, qui s'en sort. Et comme on n'a pas encore assez de succès en Europe, et notamment en France surtout, je dirais, on ne peut pas laisser ces boîtes mourir. Il faut faire attention parce que ça créerait un effet déceptif et déprimant sur l'écosystème startup francophone qui pourrait être très dommageable. Donc, tu as 2 choix en termes de dommages. C'est soit laisser tout le monde mourir, soit nous créer une scène à la Resident Evil avec une tonne de Walking Dead jusqu'à ce que Gillian et Chris arrivent pour faire le ménage. Écoute, je suis plutôt partisan de la deuxième, surtout que Resident Evil, c'est fun quand même. Alors, dis donc, j'ai perdu le fil des questions. Et en plus, il y a plein d'anonymes ici. Ça veut dire que, Taro, plein de gens se connectent sur le web ou se connectent sur Android. À quand un accès web ou accès Android pour que les gens mettent leur pseudo ? Attends, tu sais ce que tu devrais faire, Taro ? Tu peux pas nous faire un Snap Connect où les gens ils ont leur emoji qui s'affiche en plus de leur pseudo sur la gauche ? Ça serait vraiment sympa, ça. Quelqu'un me demande si on investit dans les Smart Cities avec Kima. Alors, pas trop. Parking, IoT, tout ça. Pourquoi ? Parce que les cycles de vente sont longs. C'est très consommateur de cash. C'est très difficile comme marché parce que c'est des marchés publics-privés et on n'y comprend que dalle. Du coup, on n'investit pas trop dans les Smart Cities, pour être honnête. Marc Simoncini est un peu dépassé maintenant. Non, il a vécu son temps. Beaucoup de jeunes sont plus hype maintenant, nous dit quelqu'un d'anonyme. Écoute, Marc Simoncini, on en pense ce qu'on veut. Lui, il a vécu la crise. Il en a sa 3e crise. Il les a vécues, il les a vues. Je l'ai vu je le connais pas bien, mais je l'ai vu notamment dans l'émission là, Qui veut être mon associé. Je l'ai trouvé très juste dans le ton, très juste dans les propos, très juste même quand il était dur ou quand il faisait preuve d'érision ou je ne sais quoi. J'ai trouvé ça hyper agréable. Et voilà. Et après, est-ce qu'il est un peu dépassé ? Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas vu les derniers tweets, donc je ne saurais te dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a le cuir bien fait. Et donc, comme tout le monde, c'est intéressant de voir ce qu'il a vécu, que tu l'écoutes ou pas. Quelqu'un nous demande quelle est ma vision sur le newbies ces 6 prochains mois sur les deals SaaS B2B Enterprise. Alors c'est marrant, vous avez tous la même question sur le B2B Enterprise depuis des jours et des jours et des jours. Je vous redonne la réponse de manière très succincte. 1, on se concentre sur les clients qu'on a. Le customer success, c'est la vie. 2, sur les clients, les nouveaux prospects, si vous avez vous êtes en mesure de résoudre des problèmes maintenant,
et qui leur apportent de la valeur, faites-leur payer. Si vous êtes capable de leur résoudre des problèmes, de leur apporter des opportunités maintenant, mais que ça leur crée pas de valeur, ne les faites pas payer, offrez-leur la solution pendant un maximum de temps, donc des free trials un petit peu étendus, pour qu'ils puissent faire tourner ça sur leurs équipes, et vous essayez de maximiser l'usage, de maximiser user market research, et vous les ferez raquer plus tard. Voilà, c'est tout simple. Donc, dans l'ordre, Customer Success, besoin critique et nice to have en free trial. Enfin, d'ailleurs, ne faites pas des nice to have, faites des must have. Les nice to have, c'est bon quand le startup La La Land est dans la bulle, mais dans des temps comme aujourd'hui, les nice to have, malheureusement, n'ont plus de raison d'exister. Salut de LR, nous dit Rocket. Rocket, je suis jaloux de ton pseudo, dis donc. C'est un beau pseudo, ça. Qu'est-ce que tu penses du full remote, notamment sur le plan de la culture d'entreprise? Écoute, Rocket, on a pas mal de boîtes dans notre portefeuille qui font du full remote. Ça marche très bien, hein. Impala et Athenian notamment. Ce que les gens sont en train de vivre en ce moment, c'est pas du full remote, hein. C'est du home, c'est du work from home. Et le work from home, c'est pas du tout pareil. D'abord parce que ton setup est pas le même. T'as pas eu le temps de t'organiser pour pouvoir bosser de chez toi. Ensuite, tu bosses en même temps que tes enfants font la nouba et que ton conjoint doit bosser aussi. Et 3, tu n'as pas l'option d'aller bosser ailleurs. Donc, c'est pas du vrai remote working. Et donc, je pense que les gens qui sont en train l'expérience qu'ils sont en train de vivre, c'est une expérience qui est beaucoup plus brutale que le remote. Mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire, est-ce que ça va dégoûter les gens du remote ou au contraire, est-ce que ça va créer une vague d'individus qui vont avoir pas pris goût, mais appris qu'on pouvait bosser en dehors du bureau et qui vont pousser la culture remote chez eux. Moi, je suis très fan du fait qu'on n'aille pas dans sa voiture pour faire une demi-heure, 1 heure d'embouteillage ou dans les transports en commun pour bosser tous les jours et qu'on puisse bosser de temps en temps, de chez soi, au calme ou d'ailleurs, pas loin de chez soi, dans un environnement qu'on apprécie. Je pense que ça a beaucoup de valeur. Voilà, et j'espère qu'on en sortira tous grandis de cette crise. Quelqu'un me demande ce que je pense du VC qui s'appelle OCBI. Alors, OCBI, il faut que je te... Cher anonyme, je vais être très franc avec toi. Je n'ai aucune idée, mais aucune idée de qui sont ces gens. Ça ne me dit rien. Réseau international d'experts en plan d'affaires et investisseurs. Ouh là là, ça me fait peur ça, dis donc. Je ne les connais pas. Voilà, donc je ne me prononcerai pas. Le mieux, si tu veux te faire une idée, c'est de faire des reference calls. Donc d'appeler les entrepreneurs qui ont investi et de voir comment ça se passe. Chapaz est en Suisse. Est-ce que ça sent le sapin fiscalement? Pas d'avis sur le sujet. Chapaz, il fait ce qu'il veut. Ekal me dit les flics c'est un gros mot, t'as perdu. N'importe quoi. Quelle mauvaise foi. Oh là là, je rêve. Alors, cocaïne dans le VC, point d'interrogation. C'est très drôle ça. C'est une bonne question ça. J'ai pas trop l'impression, mais en même temps, les gens dans le VC ils se mettent pas une pression de dingue. J'ai l'impression qu'il y a moins de cocaïne dans le VC qu'il y en a dans d'autres métiers que la banque. Il faudrait qu'on fasse un survey. Tu sais quoi? On fait un survey, on l'appelle cocaïne VC, on l'envoie à tout le monde, on voit comment ça se passe. Non, j'ai pas l'impression. Après, je suis peut-être aveugle. Hein. On pense qu'on est souvent à pas voir la vérité en face. Donc peut-être qu'il y en a, mais je le vois pas, hein, honnêtement. Oui, parce que ceux qui écoutent ici sont aussi chez Carlos pour le Late Show. Tout à fait. Et on vous aime tous. Restez avec nous. Alors, autre question. Hello de LR. Je suis en fin d'études et je souhaitais commencer un VC comme premier job. Ok. Avec la crise, je ne sais pas vraiment si je dois m'orienter. Alors déjà, tu fais des grosses fautes d'orthographe vers de l'early ou des fonds late stage. Qu'en penses-tu? Alors, j'en pense que si tu es en fin d'études et que tu veux juste postuler dans un VC, tu ne trouveras pas de job. Parce qu'en fait, des gens qui postulent en VC, il y en a des tonnes. Ce qu'il faut, c'est que tu tires ton épingle du jeu. Alors, tu vas trouver un moyen de te faire remarquer intelligemment. Et puis ensuite, tu postuleras. Si tu veux faire du late stage, c'est parce que tu aimes les maths, t'aimes la structure et t'es plutôt quelqu'un qui, face à l'incertitude, tremble un peu. Si t'aimes l'incertitude, si t'aimes le risque et si t'es quelqu'un de conviction, fais de l'early stage. Tout simplement. Est-ce que Kima est suiveur ou leader des rangs? Les deux, mon capitaine.
Est-ce que tu financerais une startup dans le domaine du X? Non. Alors, il y a une raison bête aussi par rapport à ça. C'est que si c'est pour me retrouver avec « Oh, ma chérie, ma fille est là. Qu'est-ce que tu veux nous dire ?» J'essaie de trouver ton iPad. Ah, mais je sais pas où est mon iPad. T'as demandé à maman? Elle est partie. Alors, du coup, est-ce que je financerai une startup dans le domaine du X? Non, on ne financera pas dans le domaine du X parce qu'après, les journalistes, ils s'amusent à faire des parallèles graveleux entre aujourd'hui et il y a 20 ans, quand Xavier a vaguement été mis en examen sur des sujets comme ça. Donc voilà, donc on évite de chercher des noises sur le sujet. Est-ce que je connais des startups B2B SaaS mais mobile only? Alors j'ai des gens quand même qui reviennent sur le chat tous les jours et qui posent les mêmes questions auxquelles je réponds. Et je n'ai pas une réponse différente d'hier. Non, ça ne me dit rien. Ah si, attends, tu sais quoi? Peut-être que je t'avais dit hier que je regarderais et que si j'avais une idée, je te le dirais. Écoute, entre hier et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pensé à rien, je n'ai pas d'idée et je ne sais pas s'il y a des boîtes de B2B SaaS mobile only. Que penses-tu d'une startup qui aurait la Commission européenne à sa cap table? Aucune importance s'ils ne sont pas trop relous. Je pense qu'on s'en fout. Est-ce qu'on investit dans le gaming? Oui, on investit dans le gaming un petit peu. Et pourquoi? Parce qu'on aime ça. Existe-t-il un Carlos Diaz pour l'Espagne? Je ne sais pas si le gringo il a un frère en Espagne. Il faut lui demander. Meilleur business angel fonds en seed pour SaaS B2B. Ah bah, il n'y a pas de secret. Hein. Le meilleur, c'est notre ami Thibaut Alzière. Et puis, vous avez qu'à appeler en même temps Eduardo Ronzano chez Secret Fund. Et puis, il faut aussi faire appel à Point9. Voilà, et là, vous avez la totale. Alors, parlons un peu des business angels. C'est quoi leur comportement en ce moment au business angel, à votre avis? Je vais vous dire, c'est compliqué. Alors d'ailleurs, avant de parler de Business Angel, je suis retombé ce matin sur un sketch extraordinaire des Inconnus qui s'appelle La Bourse. Et la personne en question, je crois que c'est Pascal Légitimus, qui... en fait, tout va mal. Hein. La bourse a perdu une tonne et on demande son avis à un expert en bourse. Donc, imaginez ce que ça donne. Oui, c'est pas très très brillant, c'est un petit peu l'hécatombe. Mais pour tenter de redonner espoir à tous nos actionnaires, j'ai donc à mes côtés monsieur Antoine Gité, responsable financier auprès de la Banque nationale des investissements. Oui, tout à fait. Et rédacteur en chef du mensuel Finance Pognon Bénéf des entreprises de l'Île-de-France. Île-de-France. Oui. Île-de-France, tout à fait. Précisé pour mes confrères. Monsieur Gité, donc c'est cette morosité, pour combien de temps encore? Écoutez, la situation est loin d'être morose, n'est-ce pas, comme la banlieue morose qu'interprètent si drôlement les nuls. Alors, je crois qu'il suffit de rester attentif au taux évalué au jour le jour sur l'emprise des fixations monétaires à court, moyen, long terme, et les résultats ne peuvent être que satisfaisants. Tout à fait. Donc vous préconisez la prudence? Non, la prudence, pourquoi? Non, je crois qu'on peut, dès aujourd'hui, avoir confiance, n'est-ce pas, dans l'expansion indexatoire des derniers taux fiscalisés sur la commande compensatoire des derniers taux réajustés. Très bien, tout à fait. Excusez-moi, mais on pourrait être un petit peu plus clair pour le petit porteur qui nous regarde. Oui. Vous le conseillez quand même d'acheter, de vendre ou simplement d'attendre? D'acheter, je crois que j'étais assez clair. Oui. Si primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen long court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés. Et si surtout, deux yeux entre nous, les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA, la CE le 10,0891 après JC, je dis foncez, il n'y a aucun risque. Alors ça, c'est un peu ce que le banquier dit au Business Angel en ce moment. Sauf que le Business Angel, notre ami Business Angel, eh ben lui, il a un peu les chocottes. Hein. Donc si il était en plus encore CEO de sa boîte, eh ben, du coup, c'est un peu perdu de valeur, il est un peu en stress. Si sa banque privée avait eu une bonne idée de lui dire « Ouais, je vais te mettre sur un fonds action qui déchire tout, tu vas voir, les perfs sont dingues. » Sauf que quand ça descend, bah ça descend pour tout le monde en fait. Des eaux, bah ouais. Du coup, t'as un peu perdu de valeur là-dessus. Et puis, il avait acheté un peu d'immobilier. Et puis, l'immobilier, il était haut, il était bullish et c'était cool. Et puis là, c'est plus cool. Et bah, vous savez, ce qui passe en dernier, ce qui passe aux oubliettes, c'est malheureusement les startups. Et donc, on se rend compte beaucoup que les business angels soit renégocient sur fond de frayeur quelques termes avec les boîtes dans lesquelles ils investissent, soit ils arrêtent d'investir, ils se rétractent de leurs engagements et ils regardent plutôt dans leur portefeuille, un peu comme les VC, ceux chez qui il y a de l'argent à remettre,
et sur lesquels ils comptaient pour assurer leur retraite. Et donc, ils vont plutôt regarder les dommages dans leur portefeuille et réinvestir dans les boîtes qui, ils pensent, ont le plus de potentiel. En fait, les business angels, un peu comme les VC, passent beaucoup plus de temps sur le portefeuille que sur les nouveaux deals. Voilà. Alors, continuons avec vos petites questions. Combien d'heures hebdo pour un VC on ne compte pas, me dit-on. Alors, on va pas se mentir, le VC commence pas à 7 heures comme sur les marchés, il commence plutôt à 9 heures et il termine plutôt à 19. J'ai jamais vu un VC qui m'a dit « Oh, je suis crevé cette semaine, j'ai fait 2 nocturnes, c'était trop dur. Tu comprends, j'ai dû dire oui à un entrepreneur et faire un virement de 15 millions de dollars à un autre, je suis fatigué. » Non, ça n'existe pas dans le VC. Le VC ne se plaint pas, le VC il a la gouache, le VC il est sympa avec les entrepreneurs, le VC il garde son sang-froid, le VC il fait le job. Quelqu'un me demande si on voit des seeds de 7 millions. 7 millions, mais c'est énorme, 7 millions. Des pré-seeds de 2 millions, etc. Les boîtes, elles enchaînent les levées de plusieurs millions, appelées seeds. Je suis un peu perdu sur ces termes. Ne sois pas perdu, cher anonyme, ne sois pas perdu. Sache que plus on est de fous, plus on rit, plus on a de cash, plus on en met. Et donc du coup, les valos, les montants, tout a monté. Mais c'est fini, ne t'inquiète pas. Les pré-seeds à 500 000 vont revenir, les seeds à 1 million vont revenir et les séries A à 3, 4, 5 millions vont revenir aussi. Tout se passera bien, détends-toi, le monde revient à la normale. On attend juste que le Covid passe. Salut Jean, j'ai vu que tu n'avais toujours pas de page Wikipédia. Ah lol, une page Wikipédia. Est-ce que c'est de ta propre volonté ou juste un hasard? Alors d'abord, je crois que les pages de Wikipédia, c'est les gens qui les font. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit Enfin, c'est pas moi qui fais ma propre page Wikipédia. D'abord, ce serait d'un narcissisme extrême. Et deux, et voilà, oui, voilà. Donc moi, c'est sûr que je ne ferai pas ma propre page Wikipédia. Si un jour quelqu'un l'a fait, c'est cool, ce sera fun, mais moi, je ne la ferai pas. Que penses-tu de Quibi? Alors, je n'ai pas d'avis. Enfin, si, attendez. Je pense que Quibi, je l'ai vu. Quibi, oui, Quibi, si, Quibi, dit, Quibi, Bibi. Voyons voir. Quick Bites, Big Stories. Ah si, ça me dit quelque chose. Est-ce que j'ai vu ça, Quibi? Oui, j'ai vu ça. Et alors, on a passé, je crois, mais il faut que je vérifie. Alors, attendez, en live, quand même, regardez dans ces emails, les boîtes qu'on a vu passer, c'est quand même pas facile. Hein. Pas facile du tout. Alors, je ne vois rien sur Quibi dans mes emails. Je vois juste que quelqu'un nous parle de Quibi sur la newsletter de Hardcore. Alors on fait un bisou à nos amis de Hardcore qui sont les pros en Europe du Serie A Consumer et ils font une newsletter très intéressante qui s'appelle Hardcore Consumer Insight toutes les semaines. Et donc dans une de leurs newsletters, il y a quelques semaines, ils nous ont parlé de Quibi. Alors oui, Mobile Video Startup qui a levé 400 millions de dollars. C'est la folie, ça. Donc, c'était pas Quibi auquel je pensais, c'était un autre. Et j'ai pas trop d'avis sur Quibi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le contenu short format mobile, c'est quelque chose de compliqué, de complexe, de difficile, surtout face à tout ce qui est generated content comme TikTok & Co. Je ne me suis pas penché. Il va falloir que je regarde de quoi on parle et voir si c'est sérieux ou pas. Mais j'imagine que s'ils ont mis 400 bars, c'est qu'il y a bien une raison. Louis nous demande comment est-ce qu'on fait pour déconnecter en ces moments d'ultra connexion parents et enfants. C'est facile, il suffit de fixer des horaires, Louis. Donc du coup, 9h, moi je me lève. Systématiquement, je vais prendre un peu de temps avec mes enfants et ma femme pour le petit-déj. Après, je vais bosser. Je vais prendre un peu de temps pour le déj. Après, je vais bosser. Puis, je vais prendre un petit peu de temps fin de journée. Puis, pour le dîner, quitte à rebosser après. Il faut juste se déconnecter complètement. Et le meilleur moyen de se déconnecter, c'est d'arrêter. De regarder ses écrans. Quelqu'un me dit c'est quoi le mauvais délire avec Blackfin de LR. Écoute, je t'invite à leur demander. Hein. Et quelqu'un me dit c'est quoi Blackfin, tu en parles dans le podcast. En fait, on s'en fout de Blackfin, juste comme ça, entre nous.
Moi, je parle pas des gens à qui je parle pas. Alors, 15%, 150K comme avant. Alors, non, c'est fini ça. 150 000 euros pour 15%, c'était à l'époque où les gens ils faisaient encore du précide à 150 000 euros pour 15% du capital. Ça n'existe plus chez Kima depuis au moins 4 ans. On ne fait plus Kima 15. Je vais même vous dire c'est un peu une aberration Kima 15 et donc c'est quelque chose qui a disparu de notre track, donc on ne fait plus Kima 15. Aujourd'hui on met 150 000 euros, on se colle sur les conditions du tour et on est très content. Jean, où es-tu? Je suis là, je suis dans ton poste, je suis dans ton téléphone, sur ton brother, je parle en live et plus sérieusement je suis à Châteauneuf-Grasse dans le sud de la France. Est-ce que j'ai un avis sur Kerala? Oui, j'ai un bon avis sur Kerala et c'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont fait des choses bien, ils sont bons notamment pour vous aider sur les premières étapes de recrutement et dans le cadre des stratégies B2B sales, je crois qu'ils sont assez calés. Est-ce que je connais Delphine Arnaud? Oui, je connais Delphine Arnaud. Mais pourquoi la question? Que penses-tu du nom de domaine UpVentures pour un fonds VC? Ton nom n'a pas d'importance, mon ami. Ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est faire de grandes choses. Évidemment, enfin, si, c'est mieux de s'appeler UpVentures que concombre pissenlit.vc. Ça, c'est sûr. Quoique concombre pissenlit.vc, les Français vont s'en souvenir. Alors, les Américains, tu vas avoir du mal à ce qu'ils te prennent au sérieux, mais au moins en France, on t'oubliera pas, quoi. Tu vois, est-ce que tu as concombre pissenlit au capital? Ça, c'est sûr que les mecs s'en souviennent. Il y a quelqu'un, il était connu dans le monde du VC, il était dans un fonds. Il avait quand même la réputation de la mettre systématiquement à l'envers aux entrepreneurs. Je crois que c'était c'est le comment ça s'appelle le syndrome de celui qu'on a embêté quand il était jeune et donc qui a décidé de se venger sur le reste de l'humanité. Et il était absolument désagréable avec les entrepreneurs. Dès qu'il pouvait faire un sale coup, il le faisait. Et alors vous n'allez pas le croire, ce même individu a décidé de lancer un fonds. Et je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. J'arrive pas à le croire. Je vous jure que c'est vrai. Il a lancé un fonds. Le truc s'appelait, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça toujours, Carotte Capital. Donc le mec, son métier, déjà, il carottait les gens tout le temps. Et là, en plus, il l'a mis dans le nom de son fonds. Au moins, c'est quelqu'un qui est, pas fidèle à ses valeurs, parce que je ne suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça une valeur. Mais en tout cas, ça vous annonce la couleur. Rassurant sur le poste de NFX, on a Jump sur Creativity le 6 mars, nous dit Morgane. Eh ben c'est bien Morgane. Mais Morgane, qui es-tu? Ce sont les étapes du deuil aussi pour info, c'est vrai. Coccinelle, qui est chaud pour motiver Jean à faire du stand-up? Ouais, d'accord. Bonne chance. Hein. Le stand-up, le pro du stand-up. Je vais vous dire ce qu'il faut qu'on mette en stand-up. On prend Carlos Diaz, on le met sur une scène, vous lui donnez n'importe quelle réplique, de n'importe quoi, de n'importe quelle start-up. Il vous transforme ça en métaphore hilarante dans la seconde. Carlos, quand est-ce que tu nous lances métaphore.vc et voilà. Et si possible... demain, vas-y, fonce, domainart.com, métaphore.vc, dépose le domaine, on lance des stand-up, on te met en live sur YouTube, ça va être la guerre. C'est comme ça qu'on va boucler la fin, c'est comme ça qu'on va boucler le fonds The Refiners. Alors, quelqu'un me dit, EDEC, est-ce que c'est une bonne école pour candidater dans le VC? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école, mon cher. Mais oui, EDEC, ça va, ça fait le job, bien sûr. En tout cas, on t'enverra pas paître s'il y a marqué EDEC sur ton CV. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on regarde les CV. Les bons VC, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des comment ça s'appelle, des questionnaires. Tu réponds aux questionnaires. Si t'es bon, tu rentres. Si t'es pas bon, tu rentres pas. Quel est ton top 3 dans les secteurs dans lesquels tu es chaud pour investir? Travel, santé, consumer, boom. De la liquidité, stimuler la productivité grâce au développement des startups. Oui. Quel est ton avis sur les business de formation en ligne? J'en ai pas trop. Est-ce qu'il y en a dans le portefeuille de Kimar? Un petit peu. Belle photo de LR. Merci Max. Ecal de LR et le tuto de Tarot, tu l'as publié. Ah, c'est pas mon job, c'est le job de Tarot. Jean, tu dis qu'il faut sauver maintenant. Pourquoi pas prendre des positions? Mais des positions dans quoi, mon cher anonyme? Marion, quelles sont les mauvaises raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat d'après toi? Le statut social, c'est pas une bonne raison pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Juste parce que t'as pas envie d'être salarié, c'est une mauvaise raison aussi. En fait, non, je vais donner les bonnes raisons pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que tu veux apprendre plus vite. Et ça, c'est une bonne raison. Parce que
tu es obsédé par un sujet qui n'a pas été réglé et tu veux le régler. Et ça, c'est une bonne raison. Parce que tu es ambitieux, et ça, c'est une bonne raison. Et voilà, ça en fait 3. Et je t'invite à choisir parmi les 3 et après à te lancer. Selon toi, quelle attitude adopteront les LP vis-à-vis de l'investissement en capital risque post-crise? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Et mon seul LP, Xavier Niel, que je salue et qui quand même, ça je kiffe ça. Je kiffe parce que quand je vais sur Google et que je tape Iliad et que je vois que le cours il est à 130, ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire que Xavier, il est quand même immune à la crise. Et déjà, c'est difficile de gérer les startups qui galèrent. Donc au moins, je suis content que le surjacent de mes sous-jacents, et ben, lui, il aille bien. Ça fait plaisir, ça donne du baume au cœur, ça fait sourire. On est content. Où trouver des SDR en freelance? Aucune idée. Une startup par définition c'est de la croissance, c'est vrai. Si elle a une belle croissance mais pas de barrière à l'entrée, on fait comment? On attend de se faire bouffer, on achète des concurrents. Est-ce qu'on développe de la tech? Ouais, développe de la tech, fais du produit, développe ta moat comme on appelle, M-O-A-T. C'est quoi ton différenciant, ta secret sauce qui te rend unique? Bonjour Jean, ma banque ne veut pas financer l'accélération de mon cash burn prévu au BP nécessaire aux métriques de notre série A prévu au Q4 2021. Tu penses que je dois réduire mon cash burn? Alors évidemment, il faut réduire ton cash burn. Et déjà, le fait que ta banque me dit que tu me dis que ta banque ne veut pas financer l'accélération de ton cash burn prévu au BP, comment ça prévu au BP? Soit ça marche et elle finance, soit ça marche pas et elle finance pas. Prévu au BP, ça veut rien dire en phase de crise, mon ami. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Alors, on est mort de rire. On fait 1,4 million de chiffre d'affaires en 2019 avec 100 MRR, je comprends pas ce que ça veut dire ça. Notre masse salariale est de 780 000. On a levé 2 millions. Non. C'est compliqué ton équation. Il faut que tu me fasses un mail. Ce sera plus sympa que ce que je te réponde en live. Coccinelle, la charrieuse, Jean la main verte. Ouais. 2LR, quel conseil pour une boîte travel qui a déjà 20 millions de business garantis sur 3 ans, mais la chance d'être Zoom de l'after Covid? Eh ben, keep pushing, mon ami, keep pushing. Est-ce qu'on investit au Canada? Oui, on investit au Canada. Alors, il faut que je vous annonce un truc. Ça fait 1h07 que j'ai activé le live. Alors, ça ne fait qu'1h02 ou 03 que je parle. Mais vous devez commencer à en avoir marre. Vous pensez que je peux tenir 3 heures? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que mes enfants ont envie que je tienne 3 heures? Ça, c'est sûr que non. Est-ce que je vais devoir les rejoindre pour faire une séance d'abdos et du badminton dans quelques minutes? C'est fort probable. Maintenant, la question, c'est à quelle question je vais répondre. Eh bien, je vous propose un jeu totalement aberrant, injuste, et dans lequel il n'y a aucune fairness. Je vais descendre les questions au hasard. Si tu gagnes, tu as gagné. Et si tu perds, il faudra que tu la reposes demain, que tu me fasses un email pour que j'y réponde. Allez, on se lance. Clac! 2LR, quel conseil pour une startup travel qui a la chance d'être le Zoom du travel? Non, ça, j'ai déjà répondu, on arrête. Salut Jean, est-ce que Kim a investi au Canada? Oui, un conseil pour évaluer son business plan par des pros avant de l'envoyer aux personnes concernées. Non, un ami CFO ou un ami qui bosse en banque d'affaires, t'en as forcément, même un ami qui bosse en banque d'affaires. En ce moment, en plus, ils n'ont que ça à faire. Vas-y, fonce! Le timing est superbe, nous dit Coccinelle. Le timing est toujours superbe, Coccinelle, si on sait quoi en faire. Index et leurs 2 milliards, tu en penses quoi? J'en pense que comme d'habitude, ils vont faire des bons deals et que ça va bien se passer pour eux et que leur perf va tout casser. Et je leur souhaite beaucoup de bons deals. Je les aime bien, Index. Que conseilles-tu en ce moment aux gens qui veulent changer de boîte? De ne pas faire de bêtises, ma chère Pauline, de ne pas faire de bêtises. D'ailleurs, notre ami Simon Davla, chez Batch, va écrire un article et publier un article sur le sujet qui va être très 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 bien, que j'ai lu hier en draft, sur qu'est-ce qu'on dit aux candidats là, qu'est-ce qu'on leur conseille. Et c'est plein de bons conseils, il y a tout là-dedans. Je vous invite à suivre Simon Davla et à lire son article. Écal, on te pose des questions pour dober sur les VC ou les BA. Moi, je te demande, que penses-tu de Dieudonné? Je parle pas de ça. Non, pas trop. Question au hasard, 2LR. Est-ce que la Silicon Valley, c'est toujours la Champions League? C'est toujours la Champions League, la Silicon Valley. Et arrêtez de chercher des noises à la Silicon Valley. La Silicon Valley, elle nous met des roustes toute la journée.
Carlos dit que les VC sont fermés de l'intérieur. Partech dit faire des new deals. Tu connais des VC qui sont open? Écoute, Partech, on vient de faire un nouveau deal avec eux. Donc ouais, ils font des nouveaux deals. Les gens qui ont du cash et qui ont du temps, ils font de nouveaux deals. Les gens qui ont beaucoup de portfolios et ou qui n'ont pas beaucoup de cash, eh ben, ils font pas de nouveaux deals. Ça dépend des jours, ça dépend des gens, ça dépend des boîtes. Comme toujours. Je sais pas si tu vois mes messages, mais qui m'a investi au Canada? Je te le répète, oui, tout à fait. Mais en fait, j'étais pas descendu jusque-là, cher anonyme. C'est pour ça que j'avais pas vu tes messages. Mon banquier ont vendu. Possible. Tout à fait. Mais que doit-on en penser, Coccinelle? Chefing ont pas eu un gros bad buzz avec une vidéo point d'interrogation, mais je n'en ai aucune idée. Comment devient-on VC? Pas en envoyant des CV et des lettres de motive, si tu veux mon avis. Que penses-tu du rôle des cloud providers durant cette crise? Eh ben, il faut qu'ils continuent d'aider les boîtes à faire de grandes choses, et ils le font. Et on salue nos amis de Scaleway qui déchirent. 2LR, est-ce que vous avez updaté l'analyse de votre portefeuille? Pas encore, c'est un peu tôt. On va attendre quelques semaines encore. Tout le monde fait sa propre page Wikipédia. Autant contrôler ce qui est dit sur soi. Cela n'a rien de narcissique. C'est un outil d'information et de communication comme un autre. Très bien, mais je ne le ferai pas quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu donnes un nom à un entrepreneur? Quelle est ta doctrine là-dessus? Eh bien, je dis simplement non. Et je me justifie peu. Parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir tort sur ma justification. C'est souvent parce qu'on n'aime pas le marché, parce qu'on n'a pas un fit extraordinaire avec l'équipe, ou parce qu'en arbitrage, on est sur d'autres sujets qui nous excitent plus que celle-là. Voilà. D'ailleurs, j'avais publié un article, les 7 raisons pour lesquelles je dis non, qui doit être sur Internet, que vous pouvez regarder en cherchant sur Google. CHU de Marseille, est-ce qu'on fait un deal avec Didier Raoult? Écoutez, moi je rêve de faire un deal avec un hippie médecin qui balance de la chloroquine à tout va, hein, ça j'en rêve, mais c'est quand même pas mon métier, il faut pas pousser. Est-ce qu'on annonce les deals qu'on fait chez Kima? Quand les entrepreneurs veulent, oui. Quand ils veulent pas, non. C'est eux qui choisissent. Nous, on n'annonce rien. Mais on a un petit plugin sur Chrome, Kima, que vous pouvez télécharger, Kima Ventures, qui vous annonce automatiquement les deals dans lesquels on a investi dès que le chèque est fait, en fait, quasiment. Et c'est assez cool. Morgane me dit, je suis le Morgane qui t'a dit que tu avais lâché ton sans le vouloir sur LinkedIn après le podcast Génération Do It Yourself avec Matt. Merci Morgane, maintenant je vois qui tu es, je sais où tu habites, je viendrai te chercher. Investissez-vous au Canada? Oui, toujours, on continue d'investir au Canada. Taro, Carlos hier m'a dit texto, mettre du contenu en FR dans le feed pour des Américains, c'est comme si tu tombes sur Radio Bamako en France. Écoute, tu sais quoi, Taro, Carlos, il a raison. En réalité, si on était un peu sérieux, toi et moi, il faut qu'on en discute. Je ferai ce live en English only. Mais la réalité, c'est que en période de crise, moi je suis là pour filer un peu de soutien aux entrepreneurs francophones. Les entrepreneurs francophones, ils sont en train de, je sais pas moi, regarder leur liste de prospects, faire la cuisine, faire la vaisselle. Ils se détendent à la fenêtre de leur appart en plein Paris, sous le cagnard à 24 degrés. Je vais quand même pas en plus leur parler en anglais, c'est pas cool, tu vois. Du coup, ce que je te propose, c'est que pour les gens qui sont en français ou qui suivent le show, ils mettent ça en français. Et puis pour les autres, fais ça, je sais pas, localise l'application, ce sera plus simple. Voilà. Mais il a raison, notre ami Carlos, quand même, un petit peu sur ce qu'il dit. Jean, toi qui adores l'investissement, est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier locatif, dans la bourse, dans les cryptos? Non, alors arrêtez. Je n'aime pas l'investissement, j'aime les entrepreneurs, j'aime les histoires, j'aime les choses qui s'écrivent. L'immobilier locatif, la bourse, les cryptos, c'est pas des histoires, ça ne s'écrit pas, ça m'ennuie, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça m'ennuie. Voilà. Trop de questions. Alors, j'ai quand même un petit truc à vous dire. C'est qu'à la fin de ce live, on va vous mettre un morceau. Ça va être le seul juron de tout le live. Mais en plus, c'est pas moi qui vais le dire. J'adore ce morceau.
Petit sneak peek, c'est nos amis de Rocksop qui font ça. Rocksop, je les ai vus il y a 4 ans à Coachella. C'était la guerre mondiale. J'adore. Moon nous demande ce qu'on pense du down round d'Airbnb. Écoute, tous les moyens sont bons pour rester en vie. Et quand tu es Airbnb, il faut ce qu'il faut. J'avoue que ça me fait un peu mal au cœur. Voilà. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron, cher anonyme. Hello, ton avis sur les boîtes en pleine croissance avec un excellent taux de rétention mais sans business model qui lève des fonds? Et si on a une idée du business model, c'est pas trop grave. Voilà, il faut être optimiste. Enfin, en ce moment, je sais pas, mais bon. Admettons, un avis sur Alven. Des bisous à Alven. On les aime, Alven. Tiens, ça rime. J'arrive à la fin, nous dit Noumanosk. Oui, tu arrives à la fin, Noumanosk, mais tu pourras réécouter le live. Il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé 10 fois si on investissait au Canada. Le pauvre, il est anonyme en fait, et comme il ne voit pas les questions parce qu'il est sur son chat, sur son browser, il a une frustration énorme. Et donc il est là, oui, est-ce que vous investissez au Canada? J'en supplie, répondez-moi. Mais est-ce que tu te sens aussi seul que ça au Canada, mon ami? Dis-moi. Alors, 2LR, ton avis sur les boîtes en pleine croissance? Ça, j'ai déjà répondu. Vive les robots advisors, nous dit Numanosk. Toi, tu fais de la pub, toi, dis donc. 2LR, est-ce que tu as... Oh là là, il me répond la même question. Hello, tu penses quoi de Founders Future? Écoute, j'embrasse tout Founders Future, et notamment nos amis Marc, Adrien et Victoire. Voilà. Et Founders Future, Alors, Founders Future, si vous voulez savoir pourquoi il faut aller voir Founders Future, c'est si vous avez envie d'un investisseur qui met les mains dans le cambouis, qui aime le consumer, qui aime les choses tangibles et qui est raisonnable dans son approche, je pense que vous pouvez toquer à la bonne porte. Voilà. Maintenant, c'est un peu triste, j'avoue. Ça fait 1h16 qu'on est là. 1h16, faut pas que je vous mente, hein. C'est quand même long. Et j'ai peur de vous ennuyer. Au début de ce live, on était peut-être 120, 130, 140 même. On est plus que 95. Tout fout le camp. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'ici demain? Bien écoutez, le soleil est là. Profitez-en pour faire un jogging. Pas plus d'1 kilomètre de chez vous, hein. N'oubliez pas votre dérogation. En règle. On en profite pour bronzer à la fenêtre. On en profite pour lire un bouquin. Pour écouter de la musique. Pour se faire une salade grecque avec de la feta. Pour appeler ses proches, leur dire qu'on les aime et que la vitamine D, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le corps. On en profite pour boire un verre de lait avec un cookie. Et puis, on fait attention à ne pas dire de gros mots comme nos amis de chez Rocksop, que voilà. Chers amis, c'est sur ces belles paroles poétiques que je vais vous laisser. Vous allez voir, Rocksop, c'est pas des enfants de cœur. À bientôt! What the fuck is wrong with you? 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 Je vous avais promis pas de jurons. What the fuck is wrong with C'est pas moi, c'est eux. What the fuck is wrong with you?